Please listen carefully. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours de vie, tant professionnels que personnels, des femmes, des projets, qu'ils soient d'entreprise, associatifs ou culturels. Vous écouterez de quoi nourrir votre curiosité et vos questionnements sur les autres, le monde et vous-même. J'espère que chaque écoute vous donnera envie de mener à bien vos projets et participera à ouvrir votre champ des possibles. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir Marie Robert, avec qui j'ai eu une discussion passionnante que vous allez pouvoir écouter dans un instant. Marie est professeure de philosophie, elle a publié 2 livres que vous avez peut-être déjà lus, Descartes pour les jours de doute et Quand tu ne sais plus quoi faire. Elle est la cofondatrice de 2 écoles Montessori, une à Marseille et l'autre plus récente à Paris, et elle est la plume derrière le compte Instagram @philosophyissexy. Dans cet épisode, Marie nous parle de son approche de la philosophie, de son rapport à l'apprentissage, de comment elle trouve du confort dans l'inconfort et de ce que lui apporte la philo au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours. Très bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Siam. Je suis très contente d'enregistrer avec toi. On est dans les bureaux de ta maison d'édition, enfin la maison d'édition dans laquelle tu es éditée. Je t'ai connue il y a quelques mois. On m'a recommandé de consulter ton compte Instagram qui s'appelle Philosophyissexy. Et sur ce compte, chaque jour, tu y postes une photo en noir et blanc avec une légende, un texte qui commence toujours par « ceci est » ou « ceci n'est pas ». Alors parfois tu postes des photos personnelles, comme cette photo de tes grands-parents, avec un texte qui commence par « ceci est un dialogue ». Parfois c'est à propos de l'actualité, parfois c'est à propos de juste, ou peut-être que c'est déjà beaucoup, des sentiments. Et je voulais savoir comment ça t'est venu, cette envie de partager via Instagram tes pensées, ce format très particulier de la photo et de ce texte sous forme de légende en dessous. Comment ça t'est venu ? Alors j'adore cette question parce que ce petit moment justement, ceci est ou ceci n'est pas, est vraiment devenu pour moi une sorte de rituel. En fait, comment l'idée m'est venue, c'est que évidemment moi j'aime beaucoup l'idée des réseaux sociaux. Je suis pas du tout dans cette critique. Je trouve que au contraire c'est un support génial, d'ailleurs qui nous a permis de nous rencontrer, mais qui m'a permis tellement de choses, tellement d'échanges, tellement de passerelles, que je trouve ça très appréciable. Cependant, je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier avec Instagram, c'est qu'il y a un côté genre je déroule le fil. Je sais plus trop ce que je regarde au bout d'un moment. Parfois, je like d'ailleurs sans même m'en apercevoir, sans même vraiment avoir ce moment de focalisation sur la photo. Et surtout, comme quand même j'aime bien être un peu insolente et prendre le contre-pied des choses, je me disais, sur un réseau social qui met en avant l'image, j'ai aussi envie de mettre des mots et de mettre du contenu. Donc à l'origine, c'était vraiment ça, c'était revenir aux mots dans un domaine de l'image. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Et il y a toujours ce truc un peu de pression qu'on a dans la vie en général, d'ailleurs, parfois qu'on peut avoir dans un dîner, qu'on peut avoir dans un café, qu'on peut avoir quand on est intimidé. Genre, une fois que j'ai fait tous les sujets, genre, alors, tu pars où en vacances bientôt ? Bon, il y a toujours ce côté du contenu. Et je me suis dit, mais après tout, c'est ma page, c'est un espace donc qui est un espace d'intimité, mais il s'avère que dans mon intimité, moi j'ai quelque chose de central, c'est la philosophie. Et ensuite, c'est dessiné l'idée que j'avais envie de transmettre aux gens la perspective que la philo, en fait, on peut en faire à plein de moments de vie. Ça peut être quelques secondes de philosophie. Et c'était ça l'idée. C'était que chaque jour, d'apporter, non pas du tout une leçon, parce que c'était pas du tout cette démarche-là. J'avais Non, pas envie. c'est pas comme ça qu'on Il y a des secondes, c'était juste, genre, tout d'un coup, je me réveille, j'ai envie de partager ça. Juste une hypothèse. Les gens, accrochent ou pas, ils répondent ou pas, ça les touche plus ou moins. Parfois, ça me surprend d'ailleurs, parce que les gens vont en faire autre chose, c'est très joli ce moment de partage en fait. Et pour moi, c'était ces quelques minutes volées à l'effervescence d'une journée, puisque je poste souvent le matin. C'est je propose cet éclairage-là, et effectivement, il y a un peu de tout. Mais la philosophie parle un peu de tout. Donc je voulais vous dire, on n'a pas besoin de lire Critique de la raison pure pour faire de la philo. La philo, ça peut être sous la douche, n'importe quand, dans les transports, et engager les gens à être aussi, avoir leurs minutes, leurs petits moments de philosophie à eux.
Tu le disais, c'est donc devenu un rituel. Tu fais ça le matin. Est-ce que tu te notes des sujets dans la journée qui t'inspirent pour des prochains posts? Comment tu trouves l'inspiration? Alors, effectivement, il y a un peu deux choses. Il y a soit la fulgurance à mon réveil. Moi, je suis vraiment une personne du matin, donc j'ai toujours une petite excitation un peu enfantine, genre, oh, ça y est, c'est une nouvelle journée qui commence. Et donc, effectivement, j'ai tout de suite une idée. Mais c'est souvent, en fait, et peut-être que c'est ça d'ailleurs aussi une des choses de la philosophie, c'est des choses qui m'ont étonnée la veille ou dans les jours précédents. Des choses où je sens que ça me revient à chaque fois dans la journée, genre ah mais ça c'est incroyable. Par exemple, ce matin, j'écrivais sur la question du devoir, toutes les relations qu'on entretient par devoir. Et en fait, ça m'est venu parce que quelqu'un quelques jours avant m'a dit bah non, je suis obligée de l'avoir, c'est quand même ma sœur, mon oncle, peu importe. Et en fait, plusieurs fois, j'avais dans ma tête en boucle le « c'est quand même ». Et je me suis dit, mais tiens, ça c'est un sujet. Est-ce qu'en fait, on doit voir les gens par devoir ou est-ce qu'on doit s'infliger ça? Peut-être que oui, peut-être que non. La réponse appartient à la personne. Mais en tout cas, ça me semblait intéressant de le souligner. Et en fait, la philo, c'est toujours l'étonnement. Alors l'étonnement en regardant le ciel, en regardant le corps, en regardant les autres. Peu importe, et tout dépend quel type de philosophie on fait. Mais c'est toujours cet étonnement. Aujourd'hui, on va en parler, tu enseignes, et je voulais savoir quelle relation tu avais entretenue avec l'école quand tu étais plus jeune. Parce que là, tu me dis par exemple que tu es quelqu'un du matin, que tu adores te lever. Est-ce que c'était le cas aussi plus jeune? Est-ce que tu étais excitée d'aller à l'école? Et quelle relation tu as eu notamment avec tes professeurs? C'est assez particulier parce que avant d'être vraiment dans l'éducation, et encore plus, on en parlera sans doute dans un type d'éducation spécifique, les écoles Montessori, je m'étais pas posé tant de questions que ça sur l'école. Et alors je dis ça parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de parents vraiment accompagnent leurs enfants avec la perspective de il y a un système, mais il y en a aussi d'autres. Moi, je viens d'une génération où en fait, il y avait pas tant de systèmes que ça. Et donc l'école, c'était comme ça, justement. Faut s'y faire. Et alors je pense que j'ai un rapport un peu paradoxal à l'école, à la fois vraiment la conviction, je suis très attachée à l'école publique, de la maternelle jusqu'à très tard, très attachée, la conviction que c'est un lieu de savoir évident, et j'ai toujours eu cette perspective-là. Et en même temps, j'ai le souvenir très précis d'avoir été dans un environnement familial hyper stimulé avec mes parents et mon frère, et que l'école, et ça c'est terrible ce que je vais dire, mais était parfois un peu moins stimulante. Et en fait que l'école était un lieu effectivement assez normatif. Un lieu où finalement, moi je me souviens, alors que j'adorais déjà le langage, le récit, les histoires, mais j'étais très mauvaise par exemple en dictée, avec vraiment des choses un peu désorthographiques, dyslexiques. Et en fait, avoir des angoisses terribles au moment de la dictée. Sauf qu'à l'époque, on en parlait en famille et on disait, faut que tu passes outre. Et en fait, je comprends aujourd'hui avec mon regard d'enseignante à quel point en fait c'est dysfonctionnel d'être dans ce rapport-là. Alors ça veut pas dire, bien sûr, que dans la vie il faut surmonter les angoisses, c'est la preuve, je l'ai très bien vécu. Mais en fait, c'est là où on peut interroger le système, c'est le rapport à l'erreur et à la réussite. Heureusement, moi, j'avais suffisamment confiance en moi pour que ce n'ait pas été limitatif. Sauf qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément cet ancrage et là, ça devient compliqué. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. En revanche, et ça, c'est hyper important pour moi de le dire, j'ai eu des professeurs qui ont illuminé ma vie, quoi. Vraiment. C'est vrai. Oh bah oui, bien sûr. Enfin, moi, je dis toujours, et je crois que je le mets dans le remerciement de mon premier livre, je dis, je remercie les élèves qui ont su faire de moi une prof, mais je remercie les profs qui ont su faire de moi une élève. Madame Boussuge, pendant tout le collège, Madame Dupont en terminale, à la fac, j'ai eu des profs extraordinaires, et ces profs qui ont la capacité, en fait, de donner de nous tendre, justement, d'être une passerelle entre le texte, les auteurs, parce que je suis quand même plutôt littéraire, j'ai moins de révélations avec les équations, manque de peau, mais en tout cas qui ont cette idée d'être une passerelle, et je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai voulu faire, et en tout cas qui m'a beaucoup marqué et touchée. Quand tu parles de confiance en toi, est-ce que à ce moment-là, c'est tes parents qui t'ont donné cette confiance en toi? Tu parles d'un environnement stimulant. Je sais que dans un de tes posts dans lequel tu parles du bac, tu dis aux parents, dites à vos enfants qu'ils sont super et dorlotez-les bien avant l'épreuve. Est-ce que c'est cette relation que tu as eue avec tes parents? Est-ce que c'est ça qui t'a donné ta confiance en toi, ou est-ce que c'est venu d'autres choses peut-être? Non, je pense que vraiment, et c'est une chose qui me tient profondément à cœur et que je dis beaucoup aux parents que je rencontre, placer un regard de confiance
sur vos enfants. Souvent, il y a plein de parents qui viennent me voir en me demandant des méthodes de lecture, des méthodes ceci, des méthodes pédagogiques, et même dans l'absolu, la méthode Montessori. Et j'ai envie de leur dire, mais en fait, alors je leur dis pas comme ça parce que je sais à peu près me tenir, mais j'ai envie de leur dire, en fait, on s'en fout. Par contre, ce qui compte, c'est est-ce que vous dînez avec vos enfants, est-ce que vous discutez avec eux, et surtout, est-ce que vous leur dites à quel point vous avez confiance en eux. Et c'est ça le plus important. Très souvent, il y a des parents qui ont peur, en fait, parce l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais dans vos écoles, ils vont pas apprendre, ils sont quand même un peu trop choyés, ils vont pas apprendre que la vie est dure. Mais là, j'étais là, genre, mais ils auront tellement le temps. Au contraire, je crois que ce qu'il y a de fondamental dans l'enfance, c'est de suffisamment permettre à l'enfant d'être solidifié et d'être ancré, et ensuite il pourra tout affronter. Il s'agit pas d'être angélique, de dire que effectivement la vie va être simple. Non, je crois que l'adaptabilité, elle vient de la confiance en soi. Et ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être profondément, alors de grandir avec effectivement des parents et un frère qui est mon vrai frère, mais qui a 11 ans de plus que moi, avec vraiment toujours, quel que soit ce que je traverse, cette capacité à dire, mais même pas forcément dans un hyper encouragement, mais dans une forme d'évidence, ce qui est encore mieux d'ailleurs, dans une forme d'évidence de bah oui, tu vas réussir. Et en fait, quand t'as ce cocon-là, même si encore aujourd'hui j'ai des grandes crises d'angoisse, c'est quand même un signe très distinctif de la personnalité, mais en même temps, il y a toujours ce petit moment clé de ah mais en fait bah non, je vais le tenter, je vais le réussir. Et je pense qu'évidemment ça vient de là. Donc le regard de confiance est essentiel. Quand tu dis cette confiance dans la réussite, à ce moment-là, quand tu es notamment au lycée, que tu termines ton cursus scolaire et que tu t'apprêtes à entrer dans les études supérieures, pour toi, qu'est-ce que ça signifie la réussite? Ou en tout cas, comment est-ce que tu te vois réussir dans l'avenir, ou comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir? En fait, c'était assez angoissant, ça aussi, parce que pour moi, c'était une évidence de faire de la philo. Vraiment une évidence. J'ai eu le truc un peu cliché, mais qui est véridique, hein, c'est-à-dire qu'arrivé en terminale, je me suis dit « Waouh, ça existe, une matière où on a le droit d'aller regarder ce qui est compliqué, d'aller regarder ce qui est parfois douloureux, d'aller interroger en fait ce qui nous entoure. Donc c'était vraiment une évidence de faire de la philo. Le problème, c'est qu'on se dit quand même, et non seulement on se dit, mais tout le monde autour de nous, en tout cas autour de moi, alors encore une fois, pas mes parents et mon frère, heureusement, mais il y a un peu ce côté, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une fac de philo? Ah oui, c'est passionnant. Le fameux il n'y a pas de débouché. C'est ça, c'est plutôt un télo, mais alors là vraiment, genre une fac de philo, quoi. Tu veux vraiment être prof? Et en fait, moi, le truc dingue, c'est que je me disais, mais ouais, en fait, j'ai trop envie d'être prof. C'est-à-dire que je savais pas de quelle façon et de quelle manière, mais au fond, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la vocation. Et alors, c'est marrant parce que je me disais pas forcément être prof, et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. J'étais plus fascinée par l'idée de la transmission que par être prof je me disais pas nécessairement prof de philo au lycée, ou professeur des écoles, ou prof de fac. Je me disais être prof. Et c'était plutôt ça, il y avait déjà cette idée d'ouverture en fait, et quasiment presque d'éclatement, comme si le professorat pouvait être un peu partout. Donc j'avais au fond de moi cette envie, cet élan, cette lumière-là, mais je me disais juste, bon, ben, j'espère que le pari va être réussi, parce que sinon effectivement, une fac de philo, c'est pas forcément simple à négocier les virages, alors qu'aujourd'hui je suis absolument convaincue que c'est une des formations les plus complètes pour affronter l'existence. Comment ça se passe justement des études de philo? Est-ce que c'est de l'étude de texte? Est-ce que c'est très... Tu sais, moi, là, je t'imagine dans une bibliothèque avec des tas de livres poussiéreux. Comment ça s'est passé? Et surtout, est-ce que ça correspondait à l'image que tu t'en faisais? Parce que comme tu le disais, c'était une vocation. Et souvent, quand on a une vocation, là, ce qui peut se passer, c'est qu'on est déçu ensuite. Ouais. Donc toi, comment ça s'est passé les études? Est-ce que ça correspondait à ce que tu avais en tête? Et comment ça s'est passé concrètement? En fait, c'est assez singulier, mais j'ai trouvé ça, je m'en souviens parfaitement, le tout premier semestre à Paris 4, c'était porte de Clignancourt. Donc moi, j'habitais de l'autre côté de la ligne 4 du métro. Donc je mettais déjà énormément de temps pour y aller. Et puis porte de Clignancourt, c'était un peu perdu à l'orée des puces. Et je me souviens d'être rentrée dans cet amphi
un peu en préfa, un peu moche. Alors effectivement, on était loin du prestige de la Sorbonne, mais qu'on connaît qu'après, une fois qu'on a passé un rite initiatique. Et je me souviens d'être rentrée dans cette amphi et un des profs qui nous accueillait pour un des premiers cours, qui s'appelait Alain Renaud, nous a dit: on entre en philosophie comme on entre dans les ordres. Je m'en souviendrai toute ma vie. Petite pression. Et là, on a commencé l'année par Critique de la raison pure de Kant. Et là, c'était un enfer. C'est-à-dire que, en fait, les études de philo, c'est l'apprentissage permanent de l'humilité parce que c'est extrêmement aride. C'est dur. Très sincèrement, encore aujourd'hui, enfin, je peux pas dire le contraire. Oui, le texte philosophique, moi j'étais une grande lectrice de romans et je le suis encore aujourd'hui, en tout cas de littérature. La philosophie, c'est aride. En termes dans la façon dont c'est écrit, ça demande une terminologie, ça demande de la compréhension d'un système, c'est pas évident. Et en même temps, la fac de philo m'a appris à faire de cette aridité un trésor et quelque chose de très précieux. C'est-à-dire qu'au contraire, être plongé dans cette complexité, être chaque jour quasiment comme des archéologues du texte, le réinterpréter, en comprendre un petit bout, puis un autre petit bout. Et je me souviens, je passais beaucoup de temps, je m'achetais les petits guides ellipses de vocabulaire le vocabulaire de Kant, le vocabulaire de Spinoza, comme s'il fallait apprendre à chaque fois, à chaque auteur, une autre langue. Et en fait, petit à petit, j'ai pris un plaisir inouï, en fait, à naviguer dans cette difficulté. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'est resté, c'est-à-dire, et quelque chose sans doute que je défends, c'est l'idée de dire attention, la complexité n'est pas que décourageante. La complexité, c'est aussi la satisfaction inouïe de triompher, justement, de la dépasser, de la faire sienne. Donc, effectivement, ça demande de l'effort, ça demande une certaine forme de rigueur et de détermination. Et sincèrement, il m'en a fallu, hein. Enfin, parfois, c'est des études où vraiment je pleurais d'incompréhension. C'est un truc très très singulier parce que j'avais toujours été bonne à l'école, enfin j'ai jamais eu de difficultés particulières, même si je suis un peu dysorthographique, mais sinon ça va. Et là tout d'un coup je pleurais en me disant mais mon cerveau ne va jamais comprendre ça. Et pourtant j'y retournais. Et ça, c'est bouleversant. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire l'immédiateté, elle est satisfaisante parce que, ok, effectivement, on comprend, mais triompher de quelque chose de difficile, mais c'est un cadeau pour la vie. Et dans le reste de ma vie, d'ailleurs, je me rappelle souvent ça. Si t'as compris Kant, tu peux tout à fait survivre à pas mal de situations. Comment on triomphe en philosophie ? C'est une excellente question. On triomphe, en fait, en arrivant à créer une intimité avec le texte. À pas le laisser à distance. En fait, il y a quelque chose, après c'est peut-être ma compréhension de la philo, mais en tout cas c'est ce que je fais aussi d'ailleurs dans mes livres. Moi, j'avais besoin quasiment d'apprendre la langue et ensuite de me traduire ce que ça signifiait. Et donc en fait, d'ailleurs, c'est comme ça que sont nés mes livres. C'est-à-dire que pour chacun des auteurs, le moment pour moi où j'avais réussi, où j'avais triomphé, c'était le moment où je pouvais le raconter à absolument n'importe qui. Et je pouvais, voilà, là c'est bon. C'est que je l'avais. C'était que c'était devenu mien. Donc il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la création d'une intimité. Et l'autre jour, j'écoutais une interview assez drôle de Delphine Orviller, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup sa lecture des textes, parce que cette manière justement d'interpréter, de dire un texte, c'est quelque chose de vivant en fait. Complètement. Et qui disait, mais finalement c'est ça, un texte, et elle parlait, c'était assez amusant parce qu'elle disait qu'elle pouvait faire l'exégèse de Jean-Jacques Goldman. Et elle dit, mais en fait, faudrait avoir le même rapport aux textes, même les plus sérieux, exactement comme on peut avoir un rapport à une chanson, à un texte de chanson qu'on connaît par cœur. Et en fait, faut pas avoir peur justement de s'emparer du texte. Il y a pas forcément, et alors ça c'est parfois ce qui m'a d'ailleurs, qui a pu créer parfois des divergences dans la manière de percevoir la discipline philo, c'est que pour moi il n'y a pas une vérité, il y a une manière dont on se l'approprie. Et ce qui compte, c'est la manière dont on se l'approprie. Moi, j'ai pas la prétention de devenir historienne de la philo en tant qu'experte vraiment d'une pensée. Moi, ce que j'aime dans la philo, c'est le vivant. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Tu parles beaucoup du langage et si je me trompe pas, c'est quelque chose que tu as beaucoup étudié. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans ? Comment est-ce que tu t'es orienté justement au fil de tes études vers ceux qui pour toi faisaient sens dans la philo ? Parce qu'on peut étudier plein de choses. Une fac de philo, c'est très large, tout le monde ne fait pas la même chose. Donc comment est-ce que toi t'as navigué là-dedans ?
Et pourquoi est-ce que le langage, ça t'a particulièrement marqué et intéressé? Je crois que j'aime tout dans le langage. En fait, depuis très jeune, alors il y a plusieurs couches de choses qui me fascinent, mais la première chose qui me fascine, c'est comment se fait-il que on puisse partager un langage? Et comment se fait-il à l'inverse que beaucoup de choses dépendent, en fait, souvent, beaucoup de conflits dépendent de divergences de langage. En fait, pourquoi, quand je dis le mot chaise, à quoi pense l'autre? À quelle chaise il pense? J'ai pensé à une chaise d'école. Voilà, bon bah, c'est un bon test à faire, c'est de se dire, voilà, là je vous dis un mot, à quoi vous pensez? À quoi les auditeurs, quand on leur dit chaises, sont en train de penser? Et on va avoir des tas de chaises différentes. Donc il y a toujours eu quelque chose de l'ordre, qui est une question qui, moi, me travaille beaucoup, de l'ordre de l'articulation entre l'intime et le collectif. Et le langage, c'est ce point de rencontre, en fait, entre l'intimité, ce que je vais dire, la manière dont ma pensée va tout d'un coup être mise en mots, et le collectif, et ce que je vais me faire comprendre. Donc ça, il y a quand même quelque chose de voilà, qui m'a toujours travaillé, et avant même la fac de philo. Alors peut-être pas conceptualisé de cette façon-là, mais grosso modo, cette idée-là. Et puis ensuite, peu à peu, il y avait aussi l'arrière-plan du récit. Parce que le langage, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, la plupart du temps, on l'utilise pour raconter une histoire. Alors, plein d'histoires différentes. Des histoires qui peuvent être juste « il était une fois », des histoires comme celle que je suis en train de raconter là finalement, des histoires d'amour, des histoires du storytelling de marque, peu importe. Mais en tout cas, on en fait un récit. Et un des récits qui, quand j'étais en fac de philo, m'a intéressée, c'était effectivement une période où le récit est important, c'est la philosophie médiévale. Et le récit qui m'intéressait le plus, pour une raison que j'ignore, c'était l'idée du diable. Voilà, qui m'intéressait beaucoup. J'étais assez fascinée sur pourquoi y a-t-il un diable, finalement, si Dieu est tout puissant. Enfin, j'étais dans des thématiques sur la philo médiévale qui m'intéressaient beaucoup. Et puis bon, finalement, par un curieux concours de circonstances, j'ai pas poursuivi en philo médiévale, mais j'avais envie de continuer à tirer ce fil de... Mais en fait, notre rapport au monde est un rapport à l'histoire et au récit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, à travailler cette question-là et à me spécialiser en philosophie du langage, et notamment avec un courant qui s'appelle le Cercle de Vienne, qui est du début du siècle, où il s'interroge beaucoup sur « Ok les gars, comment on va faire un langage commun ?» Et ça, je pense que la question est toujours assez actuelle. Comment est-ce que ton entrée dans le monde professionnel se passe? Alors, moment assez compliqué, parce qu'en fait, pile quand moi je suis arrivée en master, qui s'appelait donc l'Office Logique, Histoire et Sociologie des Sciences, il y avait à la fac un truc qu'il existait, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs à la Sorbonne, c'était un truc qui s'appelait genre l'opération Phénix ou je sais pas trop quoi. En fait, ils se sont dit quand même, tous nos philosophes, nos apprentis philosophes, nos étudiants en philosophie, faut en faire un truc. Et c'était pile l'époque, et moi je pense que j'étais au tout début, où on se disait, ah mais en fait, ils peuvent un peu bosser en entreprise. Et donc tout d'un coup, c'était un peu une sorte d'ouverture, alors un peu limite subversive, hein. Genre waouh, on peut nous mettre en entreprise. Et donc en fait, l'opération Phénix voulait nous accompagner, justement nous spécialistes de plein de trucs, mais pas des choses très très pragmatiques, à faire un CV, avoir un entretien d'embauche. Il y avait des entreprises qui devenaient partenaires, et on pouvait partir. Tout d'un coup, on envisageait d'utiliser de la philo dans de la conduite du changement, dans de l'audit. Enfin, tout d'un coup, c'était ah mais en fait, vous pouvez servir à un truc. D'accord. Mais on était vraiment au tout début de cette pensée-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque de plus en plus, la philo est présente en entreprise. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas participer à ça? Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, avec l'idée que j'étais pas du tout à ma place. Et c'est là où il y a quelque chose d'assez... on se rend compte à quel point on est conditionné par des croyances limitantes. C'est que tout d'un coup, genre, oh bah non, je vais être complètement dans l'imposture si je fais ça. Et donc, j'étais pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Alors que pourtant, j'en avais envie, et pour moi, ça avait de l'intérêt. C'est-à-dire, t'étais pas à l'aise. Tu te sentais pas légitime de quoi, en fait? Oui, je me sentais pas légitime. Je me disais, mais moi, dans de l'audit, ou à la conduite du changement, mais des trucs, genre vraiment idiots, genre, je vais être ridicule. Enfin, c'est pas du tout, je vais pas bien faire. Je vais pas avoir la bonne note. Parce que, au fond, il y a quand même toujours un peu ça. Et surtout, justement, en fait, t'es tellement habitué, dans la fac est quand même un système totalement à part. C'est-à-dire que moi, j'adore, parce qu'un niveau de savoir, de transmission, d'exigence, mais enfin, on est quand même, pendant 5 ans,
t'es totalement dans un autre monde. Et au bout de 5 ans, tout d'un coup, il faut te réapprendre à communiquer avec le monde extérieur, alors que tu communiques avec des morts. En fait, c'est ça notre métier. Et là, tout d'un coup, il faut aller dans genre à la défense, passer des entretiens pour de l'audit. Donc, effectivement, je veux dire, c'est à la fois génial, à la fois complètement déstabilisant. Et donc, je me sentais pas hyper à l'aise, et puis surtout, ça avait pas beaucoup de signification pour moi. Pour ça, ouais. En fait, c'était plus ça. Je pouvais le faire en termes de coup de poker parce que ça m'intéressait d'aller passer des entretiens, etc. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ça se passait bien parce que, encore une fois, le langage me permettait de comprendre les codes de l'autre et d'apprendre. Si j'ai pu apprendre Kant, je peux apprendre le vocabulaire d'un recruteur. Mais j'étais pas complètement au clair avec moi-même. Et donc, finalement, je me suis dirigée plutôt vers non seulement la thèse, mais vers l'enseignement. Et notamment l'enseignement à la fac. Et à la fois, c'est formidable, parce que encore aujourd'hui, c'est une chose qui m'a totalement portée et qui m'a beaucoup marqué, et c'était cette transmission dont j'avais envie. Et à la fois, j'ai vraiment envie de dire à tous les gens qui sont dans des facs de sciences humaines, au contraire, n'ayez pas syndrome de l'imposteur, parce que je pense que c'est plus que jamais nécessaire d'avoir des sciences humaines dans l'entreprise. Et qu'en fait, moi, j'étais encore une génération qui souffrait implicitement. En arrière-plan, j'avais sans doute une petite voix dans ma tête qui me disait « T'as pas fait d'école de commerce, donc c'est pas ta place ». Parce que moi, je suis drôle encore... parce que, tu vois, je me serais dit qu'il y aurait peut-être eu une sorte de mépris aussi. Alors, chez beaucoup de gens à la fac, il y a ça. Ouais, c'est ça. Moi, alors que toi, c'est à l'inverse. Moi, c'est à l'inverse. Plein de gens à la fac, moi, j'avais plein de copains de fac qui étaient genre, c'était vendre son âme au diable. Voilà. Pour le coup, c'était genre, mais... Attends, on veut pas aller bosser chez Danone alors que on est philosophe. Exactement. Moi, c'était pas du tout ça, étrangement, comme lecture. C'était plus, j'ai pas fait d'école de commerce, donc je ne suis pas préparée à ça, je vais m'être moins bonne que d'autres. Alors que aujourd'hui, je me rends compte, et là vraiment, j'insiste, et l'autre jour, j'en parlais avec une maman dans un salon du livre qui me disait, mon fils fait une fac de philo, il a plein d'idées, et je lui disais, mais oh, génial, et qui fonce. Au contraire, qui ne se prive pas. L'entreprise en a besoin de gens qui font autre chose que juste servir des PowerPoint et avoir le même regard, en fait. Bien sûr. Au contraire, je pense que plus on va dans un domaine qui n'est pas le sien, plus notre regard peut être neuf et on peut faire preuve d'étonnement. Donc, et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisque c'est une des choses, entre autres, que je fais. Donc tu te diriges vers l'enseignement, tu enseignes ensuite donc entre travaux dirigés et cours magistraux à l'université de psychologie de Paris Descartes pendant 4 ans à peu près. Oui, je crois, exactement, c'est ça. C'est un rêve qui se réalise. Ouais, vraiment. Ton premier cours. Ah ouais. Non mais alors, moi, mon premier cours, j'adore parce que donc je rentre, la fac est à Boulogne. Je rentre dans l'amphi. Et en fait, j'avais pas bien compris parce que j'ai beau avoir confiance en moi, mais et être assez extravertie, mais comme beaucoup de gens extravertis, je suis quand même extrêmement timide. Et avec toujours un petit souci de compréhension de est-ce que j'ai bien compris le code, est-ce que je suis au bon endroit. Il y a toujours un petit peu ça au moment. Et puis après, ça se dissipe. Mais bon. Donc j'arrive devant l'amphi et je savais, j'étais pas sûre que le cours d'avant était terminé ou il fallait que je rentre. Et il y a un mec devant qui me dit non mais on attend la prof, elle est à la bourre. Et là, et là je fais genre mais c'est moi la prof. Je suis la prof. J'avais l'impression vraiment d'une réplique, limite un mouvement de brushing. C'est moi la prof. Donc je me suis dit, bon merde, la crédibilité déjà, ça c'est foutu. Et alors ensuite, je devais traverser l'intégralité de l'amphi pour monter sur une estrade. Et en fait, ce jour-là, pour me donner confiance, c'est là où, pour incarner mon personnage de prof de fac, parce que c'était mon premier cours magistral, j'avais mis des bottes à talons. Je me répétais pendant tout le trajet, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Non. Ok, je monte finalement sur l'estrade et en fait, c'est un moment magique. Ce moment, d'ailleurs, que j'aime beaucoup dans la vie en général. Ce moment, juste les quelques minutes avant qu'il y ait un enjeu. En fait, avant de jouer quelque chose d'important. Alors évidemment, ce quelque chose d'important, c'est pas notre vie. C'est-à-dire que, en vrai, le risque est toujours plus limité qu'on ne pense. Parce que, en fait, il faut aussi le relativiser. Mais quand même, il y a des moments de vie où on sait qu'il y a un enjeu. Et en fait, j'adore ces quelques minutes avant parce que c'est des moments où vraiment
on est dans ce tumulte émotionnel que je trouve passionnant, et encore une fois, ce tumulte émotionnel qui nous rend vivants. Donc tumulte émotionnel, et mon autre peur, c'était le micro, parce que j'avais peur de pas réussir à bien le faire fonctionner, et puis j'avais l'impression que j'allais faire un karaoké, quoi. Donc c'était horrible, je pouvais pas avoir un micro à la main. Enfin, vraiment, j'avais des visions, ça allait pas du tout. Et donc je me dis, ok, je vais faire vraiment un truc de performance. Il y avait à peu près, c'est un amphi d'environ 180 places. Je vais faire tout le cours à la voix. Et alors, faut vraiment y aller. Parce que faire l'intégralité de son cours sans micro, il faut quand même être un peu marchande de poissons, quoi. Il faut y aller. Et en même temps, ce truc de performance physique m'a en fait donné le courage d'être justement dans, ok, je vais porter littéralement mon propos. Puisque je vais porter ma voix, je vais porter mon propos. Et en fait, le premier cours, j'en suis ressortie. J'ai pas du tout vu le temps passer. J'ai été vraiment dans... Bergson, il dit qu'il y a le temps de nos montres, et puis il y a le temps de l'intuition, qui est le temps intime. Mm-hmm. Et là, j'ai eu l'impression que ça durait 10 minutes, alors que c'était un cours de 2 heures. J'ai fini en retard. Et j'avais l'impression vraiment d'être vidée, comme après une séance de sport, mais je pense comme un concert, quoi. J'étais un peu Madonna. Aujourd'hui, quand tu as des moments importants, ouais, quels qu'ils soient, je sais pas, tu vas signer un livre, tu vas signer un contrat, tu vas donner une classe, ce tumulte émotionnel d'avant, comment tu le gères? Est-ce que c'est toujours le même que cette première fois où tu es monté sur l'estrade pour faire ton cours, ou est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu gères autrement tes émotions? Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est assez beau avec les émotions, c'est que sans doute que j'ai pas forcément tout à fait la même gamme, notamment sur cette question de la légitimité. Je pense que je me sens, me sentir légitime serait un bien grand mot. Je pense que j'ai encore un peu de travail, mais en tout cas, je me sens un peu plus prête à effectivement à vraiment porter et assumer ce que je suis en train de faire, et à me dire que j'ai volé la place de personne. Donc ça s'est calmé de ce point de vue-là. Mais j'ai toujours cette excitation, et j'ai toujours parfois même ce trac. Mais en fait, je pense que j'ai pas du tout envie qu'ils disparaissent. Parce que je pense que j'aime aussi beaucoup l'idée que les choses, justement, aient un enjeu. J'aime beaucoup l'idée que ce qu'on fait nous engage. Et en fait, je trouve ça parfois assez triste, ce côté de dévaloriser les choses. Alors à la fois, il faut relativiser pour pas être paralysé, oui, mais à la fois, je trouve ça assez intéressant de mettre de l'importance et de pas rendre tout finalement complètement superficiel, parce que l'enjeu, c'est comme je disais, c'est surmonter la difficulté qui nous rend fiers de nous, mais c'est aussi quand il y a un enjeu qu'on va aller se dépasser. Et encore une fois, c'est pas le dépassement pour juste la bonne note et dans ma checklist j'ai coché que j'allais faire telle ou telle chose. C'est vraiment l'enjeu de se dire ok, là ça compte. Et c'est joli quand ça compte. À quel moment tu sens qu'il est temps de passer à autre chose pour toi? Parce que je l'ai dit, donc tu enseignes pendant 4 ans dans cette université-là. Pourquoi est-ce que tu sens qu'il faut changer? L'ennui. Vraiment. C'est-à-dire que justement, j'adore que les choses, et c'est une très bonne transition avec la question d'avant. J'aime que les choses qui aient un enjeu. J'aime le côté de bon stress, d'un stress positif, d'un stress parce qu'on a envie que ce soit bien, parce qu'on est dans l'intensité. J'aime énormément cette idée d'intensité de l'existence, et c'est sans doute encore une fois ma fréquence émotionnelle qui me place dans ce besoin d'intensité. Et le moment où je m'ennuie, le moment où finalement il y a non seulement plus cette intensité, mais plus non plus ce confort parce que en fait la vie est quand même un peu cyclique. D'abord il y a de l'intensité parce qu'on connaît pas bien, on maîtrise pas. Puis après il y a ce truc génial du confort, de ça y est, on connaît un peu les lieux, on se sent plus à l'aise, c'est plus intime, c'est plus familier. Et puis parfois, de temps en temps, c'est pas toujours le cas, mais il y a cette marge en fait là c'est tellement confortable qu'en fait je m'ennuie, et qu'en fait c'est répétitif, je ne suis plus stimulée. Et je crois que le fil conducteur dans mon existence, c'est toujours, et j'en parlais sur l'école plus jeune, c'est cette idée de stimulation, c'est-à-dire cette idée d'apprentissage permanent. Je déteste être arrivée. Voilà. Et en fait, à la fac, donc j'aime ce côté d'inconfort, de mise en danger, et à la fac, au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah voilà, mon cours est écrit,
J'ai plus l'adrénaline du début parce que finalement, je ne mets plus de bottes à talons. Basta. Je ne peux pas tenir 2 heures. En fait, j'ai trop mal au dos. Et j'ai plus ce côté excitant. Alors, je le fais bien et j'aime mes élèves et j'aime transmettre. Mais je sens que je suis plus ajustée, je suis plus bousculée, je suis plus dans ce challenge qui est un questionnement aussi et qui est aussi une capacité de progression. Est-ce qu'il y a un peu de tristesse quand on fait ce constat? Oui, il y a en fait une phrase que je dis souvent, on s'habitue jamais aux choses qui finissent. Et en fait, on a beau savoir qu'elles se terminent et qu'elles doivent se terminer, il y a toujours quelque chose d'un peu triste. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans l'intimité d'ailleurs. C'est jamais une bonne nouvelle que ça se termine. Il y a toujours l'idée, ce truc qui pour moi est extrêmement symbolisé par les séries. On est toujours triste du dernier épisode. C'est toujours déchirant, alors même que l'inverse est vrai. On se dit, si ça dure trop et s'il n'y a pas de fin projetée, c'est super chiant. Ouais. Enfin, ça veut dire que là, on dilue, en fait, il n'y a plus rien. Mais le moment où on referme la porte, où on sait que c'est le dernier épisode, il y a toujours quelque chose de déchirant. Donc oui, c'est triste parce que la perspective de l'ennui est triste. Et c'est aussi un constat intime de est-ce que j'aurais pu le faire continuer différemment ? Et en fait, pour moi, et là, on va en venir d'ailleurs à la suite, c'est juste que l'espace de la fac était pas assez modulable, en fait, pour moi. Je savais pas par où passer. J'avais envie de continuer effectivement à être dans la transmission. J'aimais mon cours, j'aimais mes élèves, mais j'avais envie de faire différemment. Sauf que la fac est un espace un peu très institutionnel, assez rigide, et qu'il n'y avait pas la place pour cette souplesse-là. Et comment tu trouves cette place ? Et c'est là où justement je me suis dit je vais faire tout autre chose. Et donc finalement la voie, alors juste après j'ai enseigné dans le seul lycée Montessori de France, qui est dans le 78 à Bailly. Donc là c'était changement de décor total parce qu'on passe effectivement d'un amphi avec 180 personnes qui t'écoutent religieusement à des ados qui n'ont vraiment pas envie de t'écouter religieusement du tout. Donc là assez déstabilisant. Mais c'est toi qui avais cherché cet inconfort aussi ? En fait, j'avais envie de changer de situation, mais je savais pas du tout vers quoi ça allait se diriger. Et par un concours de circonstances, on m'a proposé d'aller enseigner au lycée. Et là où j'étais très contente, c'est que je voulais rester dans la transmission. Donc génial, parce que c'était très cohérent. Je savais pas du tout, mais les choses arrivent quand on s'y attend pas. Et à la fois, je restais dans la transmission, à la fois, c'était transmission avec un tout autre public. Et vraiment, les adolescents sont un public passionnant. C'est un public qui, en fait, te mobilise en permanence. Parce que, justement, ils n'ont pas envie de t'écouter. Et en fait, il y a rien de plus challengeant pour quelqu'un qui veut transmettre qu'avoir un public qui ne veut pas t'écouter. Parce que là, il faut vraiment trouver des astuces. Et encore plus aujourd'hui où le contenu est tellement accessible qu'il faut que le prof se réinvente. Donc ça a été génial et ça a été vraiment une grande stimulation. Mais après, et ça a toujours été, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais quand t'as des ados, parfois t'es un peu frustré parce que tu dis j'aurais aimé les avoir un peu plus jeunes. J'aurais aimé, en fait, parce qu'il y a déjà des choses figées dans l'adolescence. Alors, on peut tout faire à tout âge, mais quand même, il y a déjà des mécanismes dans le rapport à l'adulte, à l'autorité. Et c'est comme ça que j'ai eu envie, en fait, de remonter un peu, de rester dans la transmission, évidemment, mais de remonter, d'aller encore un peu plus loin, et donc de créer mon école Montessori à Marseille. Donc là, pareil, gros challenge. Et là, en fait, en rejoignant, et ça a été un truc absolument fou pour moi, au-delà de la perspective de transmission, mais la perspective entrepreneuriale, en fait. Pour la première fois, j'avais la possibilité, en fait, de me rendre compte, et ça, par rapport à mes études et à ma formation, c'était juste, j'avais l'impression d'un grand écart de dingue, genre, mais en fait, tu peux créer, toi, quelque chose. Et ça, c'est très amusant, parce qu'aujourd'hui, je vois les gens plus jeunes, et peut-être parce que la société fonctionne de plus en plus de cette façon-là, pour eux, créer des boîtes, créer des startups, monter leur business, c'est quelque chose presque pas de naturel, parce qu'il y a toujours des efforts, et il y a beaucoup de choses à dire derrière l'image on en parle facile, beaucoup. Mais on en parle beaucoup. Moi, c'était un truc qui n'existait pas, quoi, du tout. Et tout d'un coup, me dire, bah oui, avec Alexandre Descleb, avec qui j'ai créé l'école, me dire mais on peut créer notre espace à nous, c'était
incroyable. Et ça me posait plein de questions, à la fois idéologiques, parce que justement, quand tu viens que du public, quand t'as quelque chose à rendre au public, alors être dans du privé, c'est compliqué, parce que faut négocier ce truc de, mais en fait, pour moi, l'éducation, c'est pas privé. Oui, mais en fait, je peux en faire un laboratoire pédagogique et accueillir des gens du public et renouveler. Mais c'est aussi avoir un espace hyper souple, en fait, parce que c'est à toi de dessiner ce que t'as envie de faire. Et ça, c'est vertigineux, mais pour le coup, c'est l'absolu remède à l'ennui. Pour celles et ceux qui sont pas forcément familiers de la pédagogie Montessori, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler dans les grandes lignes en quoi c'est différent, notamment du système plus, de l'école traditionnelle, quoi? Bien sûr, parce que ça c'est une chose effectivement assez. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Montessori. C'est un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Et c'est important de revenir aux piliers. Donc c'est Maria Montessori qui, au début du siècle dernier, en Italie, a donc créé une méthode pédagogique en partant effectivement de la perspective d'enfants ouvriers dans un contexte à Rome assez particulier. Mais en partant de la perspective qu'en fait, chaque enfant a une temporalité différente. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus que jamais le cas, on se rend bien compte que le problème d'un système classique, c'est qu'on nous dit de faire l'exercice en 8 minutes. Si on le fait en 12, on a corrigé avant qu'on ait fini. Et si on le fait en 6, on a 2 minutes pour s'ennuyer. Donc déjà, on a tous une temporalité différente. Ensuite, on apprend par le concret. Une des choses difficiles dans le système classique, c'est le maniement de l'abstrait, notamment dans des domaines comme les mathématiques, et alors là je peux vraiment absolument témoigner, c'est que c'est très difficile en fait, quand on t'apprend une division ou une multiplication, mais en fait qu'est-ce qui se passe en vrai? Et en fait on applique une règle, mais il y a plein d'enfants qui se retrouvent confrontés à l'idée de mais en fait je comprends pas concrètement ce qui se passe. Donc c'est vrai que toutes les notions en Montessori sont vues à travers du matériel concret, donc à travers quelque chose qu'on touche, la main et notre second cerveau. Le troisième pilier, qui à mon sens est peut-être d'ailleurs, tout est intéressant, mais un des plus intéressants, c'est l'autonomie. Il y a une phrase qui résume beaucoup de choses dans Montessori, c'est « apprends-moi à faire seul ». Et l'autonomie, ça veut pas dire qu'on laisse les enfants faire n'importe quoi, parce qu'il y a toujours des gens qui me disent « Ah bah oui, vous êtes les écoles où il n'y a pas de règles ». Alors ça, j'ai envie de leur dire « Mais venez voir 30 secondes, quoi ». Vous verrez qu'au contraire, c'est très 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 ritualisé, c'est vraiment la liberté dans un cadre. Mais l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de pas être dépendant de l'adulte, de pas être toujours, et ça pour moi c'est quelque chose d'essentiel sur la vie en général d'ailleurs. C'est terrible quand on dépend de quelqu'un pour se déplacer, pour faire, je le dis tout le temps, le savoir rend libre. Et le savoir, ça passe quand t'es tout petit par pouvoir mettre tes chaussures tout seul. Savoir les mettre à plein d'autres choses, mais à pouvoir soi-même, parce que chaque matériel est pensé avec le contrôle de l'erreur, par exemple. C'est pas un prof qui vient te voir et qui te dit tu t'es trompé. Le matériel est conçu pour que tu t'aperçoives que tu as fait une erreur. Donc ça, c'est vraiment l'autonomie, quelque chose de passionnant. Après, moi, je suis pas du tout dogmatique Montessori. Je crois pas que ce soit une fin en soi, comme aucun système pédagogique n'est une fin en soi. Mais en tout cas, ces piliers-là me semblent importants pour la construction de la confiance. Parce qu'en fait, c'est ça. La temporalité, l'autonomie et le passage par le concret, ça participe à avoir confiance en soi. Et comme moi, c'est ma grande question, comment faire en sorte que les enfants aient confiance? Évidemment, la pédagogie Montessori m'a plus parlé. Tu l'as dit, tu crées cette école Montessori à Marseille avec ton compagnon et il y a un de tes posts Instagram, donc sur ton compte Philosophie is Sexy, avec une photo de toi et lui, et la légende c'est « Ceci est l'histoire de deux entrepreneurs ». Ensuite, il y a d'autres choses, mais j'ai retenu une phrase, tu parles notamment des difficultés. Et tu écris, donc parmi ces difficultés, quand on entreprend, en tout cas quand toi, tu as décidé de monter cette école, il y a la peur de tout perdre, la dissolution de la confiance, la culpabilité d'avoir eu trop d'audace. Comment est-ce que tu gères ces sentiments? Je pense que c'est une des choses vraiment les plus essentielles, c'est-à-dire, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup aujourd'hui... Tout le monde parle de success story de boîtes. Ouais. Voilà, les boîtes qu'on réussit et on adore ça et c'est des histoires qui fonctionnent. Sauf qu'on raconte peu à quel point c'est vertigineux. Déjà, c'est vertigineux financièrement. Parce que ça, pareil, à chaque fois, je me tape sur Facebook ou autre des posts en disant « Ah bah oui, quel bon business, les écoles Montessori », j'ai envie de dire, mais ça fait 5 ans que je me paye pas. Donc,
c'est significatif. Donc déjà, financièrement, c'est très effrayant, parce que tout d'un coup, c'est se dire, oulala, est-ce que je vais supporter ce que ça suppose ? Et comment je vais faire en sorte d'avoir à côté suffisamment pour vivre. Et ensuite, c'est vertigineux, parce que il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé. En fait, quand on commence à mettre sur pied un projet, on essaye de contrôler la plupart des données, donc voilà, le local, l'endroit, etc. Mais en fait, il y a 1 milliard de trucs auxquels on pense pas, et je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Et ça, parfois, tu te sens juste submergé. Et évidemment, et ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais évidemment, t'as des soirs où vraiment, moi j'avais exactement, et j'en parlais, comme en fac de philo, où je pleurais face à l'incompréhension. Là, je pleurais face à l'aléatoire, en fait. Je me disais, mais j'ai essayé de tout bien faire, et pourtant, j'ai pas réussi à suffisamment anticiper, suffisamment penser. Finalement, voilà, j'ai une éduc qui s'en va, une éducatrice qui s'en va, et est-ce que je vais en retrouver une bien ? Et comment je fais ? Et comment on accompagne des équipes ? Et comment mais des choses parfois stupides. Oui, les propriétaires, il y a une porte à changer, en fait, ils la changent pas, mais du coup, et en fait, t'es toujours submergé. Et au départ, j'étais en culpabilité permanente. C'est-à-dire que là, pour le coup, surtout pour quelqu'un comme moi qui, quand même, comme je le disais, des petites angoisses, mais je crois que la première année, j'ai été angoissée, mais 365 jours, quoi. En fait, j'étais constamment... Je suis partie d'un monde où je sais avoir justement... file cette métaphore puisque c'est assez significatif. Je sais avoir une bonne note. Je comprends les codes. Je sais faire une bonne disserte. Tout d'un coup, j'ai l'impression de plus savoir rien faire. Et en fait, c'est pas l'espace clos et rassurant de la disserte, du mémoire ou de la thèse. C'est la vraie vie. C'est quand même un peu horrible. C'est un peu genre, attendez, je redescends, j'étais bien tranquille dans la maîtrise de ce que je sais faire, et là, en fait, je ne maîtrise plus rien. Donc, absolument vertigineux. Et pour autant, et je crois que c'est là où l'entrepreneuriat est quand même quelque chose de fantastique, l'idée que moi j'ai tenue à mais ça a du sens. Et en fait, à chaque fois, il suffisait de pas grand-chose, il suffisait d'un échange avec mon équipe ou d'un enfant que je voyais en train d'être à un travail pour me dire OK, ça vaut vraiment 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 le coup et l'importance est là. Et en fait, ce que je suis en train de faire est important. Alors certes, je ne suis pas chirurgien cardiaque, mais quand même l'éducation, c'est un domaine où comment dire, le sens, tu le trouves. Et à partir du moment où tu rentres dans une salle de classe, tu te dis, OK, c'est demain, en fait. La responsabilité, elle est énorme. Alors tu flippes, mais au moins tu sais pourquoi t'es là et tu continues. Tu le disais tout à l'heure, et c'est aussi le sujet de tes livres, la philosophie, c'est tous les jours, c'est dans les situations du quotidien, notamment quand c'est difficile. Est-ce que justement, à ce moment-là, quand tu es devenu chef d'entreprise, bien sûr, quand tu as eu des recrutements à faire, un local à trouver, etc., est-ce que dans ces moments-là, la philo, ça a été aussi une façon de t'aider à aller mieux? En fait, je crois que j'ai jamais lu autant de philo qu'à ce moment-là. Ouais. J'avais vraiment besoin d'une forme de rempart, en fait. Et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, mon premier livre, quand je raconte dans le premier chapitre Spinoza chez Ikea, c'est vraiment né de ça. Je devais aller chez Ikea pour meubler l'école. Et en fait, c'était horrible. Pareil, j'avais l'impression d'être tellement à côté de la plaque parce que tout d'un coup, c'est pas aller chez Ikea pour meubler ton appart. C'est aller chez Ikea pour meubler une école parce que des gens en plus t'ont dit prends tel ou tel truc. Donc, t'as ce côté un peu pression. Et effectivement, je me retrouve à l'espace libre-service en pleurs. Moi, Après, je pleure quand même souvent, mais je ris tout autant que je pleure, donc ça va, je compense. Mais les deux, mon échelle émotionnelle est assez dense. Et là, tout d'un coup, chez Ikea, en pleurant, je pense à Spinoza. Et pour moi, c'est là où, dans mes livres, j'ai envie de dire aux gens, mais en fait, c'est pas un truc d'éditeur artificiel, c'est-à-dire que moi, la philo m'aide au quotidien. Quand j'ai des vrais moments de crise, il n'y a pas beaucoup de choses qui me calment, des vrais moments d'angoisse. À part ma famille, mes proches et la philo, c'est vraiment ce qui me calme. C'est vraiment mon rescue, quoi. Parce que tout d'un coup, la philo me permet d'avoir un éclairage, en fait, différent sur la situation. Ma famille me permet d'entendre « Marie, tu es folle », très bien. Et la philo me permet de me dire « Attends, en fait, cette situation-là, elle peut être lue autrement ». Et voilà, encore une fois, ce qui m'intéresse au fond, c'est à quel point la philo est une matière certes difficile, mais crée de la souplesse, parce que
elle crée une nouvelle lumière. C'est comme si on mettait une autre paire de lunettes, quoi. C'est génial. Et ça m'a beaucoup aidée. On a pas mal parlé, j'ai l'impression, de toutes ces situations d'inconfort. Que ce soit étudier la philosophie, que ce soit aller sur une estrade pour parler à des élèves, que ce soit monter une école Montessori à Marseille, qui je crois c'est une ville que tu connaissais pas en plus, que tu as dû appréhender. Est-ce que tu es confortable dans l'inconfort ? Ou est-ce que tu arrives à trouver du confort dans l'inconfort ? En fait, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est marrant. Je me disais l'autre jour, mais même je regardais mes posts, je me disais c'est quand même fou que dans la vie, mes posts Instagram, c'est fou que dans la vie, une des choses qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est l'éclat de rire ou l'éclat de larmes. C'est vraiment ce moment, en fait, où il se passe quelque chose dans une fluidité et dans une normalité. C'est ça qui m'intéresse. Mais sans doute parce que, et là on revient à un type de personnalité et effectivement de fonctionnement même cérébral. Ce qui m'intéresse chez les autres, on parlait de l'ennui tout à l'heure, je peux très vite m'ennuyer dans un dîner où on se raconte que des faits, voilà, ah, tiens, machin. Alors que tout d'un coup, quand tu sens que quelqu'un est en train de vivre quelque chose et qu'en fait tout d'un coup le temps s'arrête parce que t'es dans ce moment de crise et tout d'un coup c'est là où se joue sans doute quelque chose à la fois qui pour moi est peut-être le vivant et qui peut-être surtout est l'humain. En fait, je vois l'humanité dans ces moments de rupture. Mais de rupture parfois positive comme négative. J'aime autant la grande joie. Dans ces moments d'intensité, je trouve que tout d'un coup, il se joue quelque chose qui touche à une profondeur qui, moi, m'intéresse. Et effectivement, ce qui m'intéresse encore plus, que ce soit dans la philo, que ce soit dans mes relations, ou que ce soit dans le yoga, c'est toujours de se dire comment on va trouver du confort dans l'inconfort. Parce que je suis angoissée et je pense que je le resterai toute ma vie, mais finalement, toute ma question est comment cheminer avec cette angoisse. Et je crois quand même que l'idée même de la philo, c'est quand même, voilà, comme on sait qu'on va mourir, donc comment on fait entre-temps. Parce que bon, c'est pas hyper simple. Donc voilà. Dans l'idée d'enseigner, dans l'idée d'écrire aussi, il y a la transmission. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre et à qui tu as envie de le transmettre ? Je crois que c'est une des plus jolies choses qui existent, en tout cas dans ma vie. C'est vraiment transmettre. Moi, j'ai la chance d'avoir des élèves de 3 ans à 22 ans. Donc ça, déjà, c'est merveilleux parce que tous les âges t'apportent quelque chose. Et en fait, il y a 2 choses qui, pour moi, sont importantes dans la transmission. D'abord, transmettre, c'est pas juste soit donner. Au contraire, en fait, transmettre, c'est aussi recevoir. Parce que tout d'un coup, la manière dont l'autre reçoit ce que tu es en train de lui dire t'apporte énormément. Et en fait, quand on dit transmission, c'est jamais unilatéral. La transmission, c'est vraiment dans les 2 sens. Donc ça, déjà, c'est très important pour moi. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de transmission, et même quand on parle d'éducation, on parle énormément des enfants. On parle de ce qu'on peut leur apporter, et c'est tant mieux. On parle de la méditation, de cours d'empathie. On est à une période où effectivement on réfléchit sur l'école, et c'est tant mieux, on est dans une transition éducative. Mais une chose qui me tient profondément à cœur, et sur laquelle je veux vraiment sensibiliser les parents, mais même les citoyens, c'est l'idée de dire attention, la transmission, elle passe par les gens qui transmettent. Mmh. Et moi, un de mes boulots dans la vie, c'est aussi d'être capable d'accompagner mes équipes. Et en fait, aujourd'hui, ceux à qui je transmets le plus, c'est faire en sorte que mon équipe de profs, mes éducatrices et même les gens qui viennent nous voir, les profs du public qui sont dans des situations hyper difficiles, qui viennent nous voir, qui viennent observer, qui viennent essayer de trouver des outils, de faire en sorte qu'ils puissent pratiquer. Donc aujourd'hui, je crois qu'un des pans de la transmission qui m'intéresse le plus, c'est être en fait sur l'entre-deux. Si on veut que les enfants aillent bien, il faut que leurs profs aillent bien. Il faut que les gens qui passent 8 heures par jour avec eux aillent bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Aujourd'hui, certains profs sont dans des conditions hyper difficiles. Et pour moi, la transmission, elle ne peut bien se faire que quand soi-même, on est aligné. Donc c'est vraiment essentiel d'en prendre soin. Justement, toi, avec tes équipes, comment ça s'est passé ? Comment est-ce que tu as appris à leur transmettre tout ça, à accepter de recevoir aussi, parce que c'est tout un nouveau métier que de manager. Je sais pas si c'est ce mot que tu utilises, mais parce que tout d'un coup, c'est plus juste toi, entre guillemets, la prof et tes élèves. Il y a toute une structure que tu dois accompagner. Comment est-ce que tu as géré ça ?
Honnêtement, mais je pense que pour être une grande auditrice de ton podcast, je pense que c'est un truc que tout le monde dit. C'est le plus dur, c'est le management. À chaque fois, il y a quelqu'un qui dit ça, et je vais m'ajouter à la longue liste. Ça a vraiment été le plus dur. Alors, pour tout un tas de raisons. C'est que moi, je suis arrivée là-dedans en me plaçant en tant que prof. Et pas du tout en tant que directrice d'école. Parce que je me disais, oui, moi aussi, je suis prof. Donc, je comprends ce que vous vivez. Or, et c'est là où c'est très singulier, c'est qu'en fait, la relation n'était pas la même. Puisque moi, j'étais pas en classe. Donc, je pouvais pas être en tant que collègue. Et la question n'est pas une question hiérarchique. La question est vraiment une question de rôle. Et en fait, c'était un peu bancal parce que justement, je me plaçais plus en tant que prof, genre, ah, toi, tu fais ça dans ta classe. Ah, ok. Mais pas du tout en accompagnatrice. Alors qu'en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure que, en fait, mon rôle, c'était justement, d'assumer une vision éducative. Genre, attends Marie, t'es bien gentille, mais t'as voulu faire ton école, donc c'est à toi de donner une direction cohérente. Alors, ça veut pas dire leur imposer des pratiques, parce que ça, pour moi, fondamentalement, il faut que mon équipe se sente bien dans ce qu'elle fait, mais en tout cas, c'est porter une vision. C'est vraiment être capitaine de navire, quoi. C'est être capable de porter une vision vis-à-vis d'elle, donc ça, très important. Et l'autre chose que j'ai compris, c'est aussi être capable, parce que justement, les profs sont exposés, notamment aux critiques des parents, et parfois c'est justifié, même si la manière dont c'est fait est parfois un peu délicate. Parfois c'est pas du tout justifié, parce que finalement c'est une des professions où on se permet le plus d'intervenir. Donc même si encore une fois c'est important d'écouter l'enfant, mais ça c'est quand même et les parents, mais c'est quand même compliqué ce rapport-là. J'ai compris qu'il fallait aussi que je sois une louve en fait face à mes équipes. Et aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que je suis dans un véritable accompagnement de retour sur expérience, de ok là peut-être qu'on peut faire différemment, d'ajustement permanent. On parle énormément. On passe vraiment on essaye à chaque fois d'être dans donner le meilleur chaque jour, et être meilleur s'apprend chaque jour, mais aussi dans une vraie défense en fait, pas une défense absurde, mais je pense que c'est ça aussi en fait, manager une équipe, c'est être capable de leur assurer une sécurité émotionnelle. Et ça, je pense que c'est important pour moi. Et c'est quelque chose, du coup, que tu pratiques encore plus maintenant que tu viens d'ouvrir une deuxième école Montessori à Paris. Donc, j'imagine que ça doit te... Ça suffisait pas. Toujours plus d'inconfort. Un peu trop de confort, là. Là, on n'était pas loin d'être routinier. Oui, effectivement. Et en fait, aussi, de s'adapter non seulement... alors, je garde ces mêmes principes, à la fois d'accompagnement et à la fois de protection, mais de protection positive, pas paternaliste, ni uniquement, même si le terme louve est un peu maternant, mais c'est l'idée de vraiment de sécurité émotionnelle, mais aussi s'adapter au contexte. L'école de Marseille n'a rien à voir avec l'école de Paris, et donc il faut aussi être capable de s'ajuster à la sociologie, aux attentes, au fonctionnement. Et ça, j'apprends chaque jour. Dans un portrait qui t'est consacré dans Libération, la journaliste conclut en disant de toi « Sinon, pour le bac, elle aurait aimé disserter sur « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» Je crois que c'est le plus joli sujet de disserte. Ouais. C'est une année qui avait traumatisé les élèves, parce que honnêtement, c'est un sujet hyper chaud. Je crois que j'ai regardé, c'était en 2015. Oui, je crois que c'est ça. Comme ça, ouais. Il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et vraiment un sujet, effectivement, pas simple. Mais en fait, je crois que ce qui m'intéresse le plus dans ce sujet, alors sans doute que moi j'ai besoin, l'autre jour, pas l'autre jour d'ailleurs, parce que même ce matin j'ai évoqué ça, donc c'est quasiment obsessionnel. Je disais que là, si je devais reprendre des études, parce que régulièrement j'ai ce petit élan de je vais reprendre des études, je disais l'anthropologie, parce que ce qui m'intéresse le plus quand même, c'est l'origine. Vraiment. Et ce matin, je lisais un livre sur les premiers hommes. Je crois que je suis absolument fascinée par cette idée de, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et en fait, cette idée recoupe l'idée du récit. Suis-je ce que mon passé a fait de moi? C'est aussi implicitement dire, mais comment j'articule mon passé? Qu'est-ce que je me raconte de mon passé? C'est pas une vérité, ni biologique, ni historique. C'est comment quelle lecture je fais de mon parcours. Voilà, c'est vraiment ça. Et comment j'y trouve de la cohérence. Pour aller vers la fin de cette conversation, j'ai une vraie question pour toi. Comment ça va?
C'est la question, je vais pleurer. Ma fille vraiment dysfonctionnelle. Je crois que ça va bien. Ça va bien, même si j'en parlais. Je trouve que ce qui est compliqué en fait dans les projets, et plus j'écoute ton émission, plus je me le dis, c'est parfois ce qui me manque à moi, mais sans doute pas qu'à moi. C'est parfois un peu d'indulgence. Et je crois que c'est cet appel à l'indulgence, alors que moi j'ai beaucoup pour ceux que j'aime et pour ceux que je rencontre, qu'il faudrait que je travaille un peu plus chez moi. C'est-à-dire qu'à force de chercher la confort, il faut aussi faire attention à pas s'abîmer. Voilà. Et je crois que c'est un point que je vais essayer de travailler cette année. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. À très vite. Merci. Mille merci à Marie pour sa confiance et cette conversation qui aurait pu encore durer des heures. Merci également à Guillaume de nous avoir permis d'enregistrer chez Flammarion. Et merci à vous, évidemment, pour votre écoute. Pour plus de philo dans votre quotidien, vous pouvez suivre Marie sur Instagram, @philosophieissexy, et lire ses livres. Je vous ai mis les références sur generationxx.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur Génération XX, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur generationxx.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et auprès de vos amis, familles ou collègues. Merci encore pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine.